On va commencer donc ce conseil communautaire et je souhaiterais dans un premier temps que nous marquions une minute de silence. Vous savez, le premier adjoint de Pascal est décédé brutalement cette semaine, Michel Percheron. Il n'était pas conseiller communautaire, mais nous l'avions très régulièrement, soit en spectateur, soit en commission. Donc une pensée vraiment pour sa famille et un message de soutien affectif pour Pascal, qui ne peut pas être là ce soir, qui n'a pas souhaité être là, et son équipe municipale pour les moments difficiles qu'il traverse. Donc je vais vous demander de vous lever et puis de marquer un temps de silence, s'il vous plaît. Alors, les pouvoirs, ça y est, ça marche. Les pouvoirs, Francis Vrignot qui donne pouvoir à Daniel Gachet, Loïc Nolot qui donne pouvoir à Annie Bambuc, Monique Reculot qui donne pouvoir à Yveline Thibault, Dominique Baudin donne pouvoir à Pierre-Guy Perrier, François Eudevin donne pouvoir à Arnaud Charpentier, Fabienne Parpaillon donne pouvoir à Olivia Bertrand, Jean-Marie Soulard donne pouvoir à Daniel Vallot, Gérard Pro donne pouvoir à Isabelle Babagnan, Francis Vrignot, du coup ça va faire deux pouvoirs. Non, je l'ai déjà dit, pardon, c'était le récapitulatif de Luçon. Donc Pascal Ardouin qui me donne pouvoir, Serge Kubrick qui donne pouvoir à Jacques Gauthier, Dominique Bonnard, je l'ai déjà dit, j'en ai quelques fois en double. Et Lisiane Moreau qui donne pouvoir à Nathalie Artaillou. Voilà, pour les pouvoirs. Catherine, tu as un pouvoir de Joseph. D'accord, très bien. Donc Joseph Martin qui donne pouvoir à Catherine. Merci beaucoup. Alors, secrétaire de séance, je voulais vous proposer Isabelle Babagnan ou Nathalie Artaillou. Isabelle, d'accord. Isabelle Bagnan, secrétaire de séance, je te remercie. Le premier point concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 19 septembre. Y a-t-il des observations? Non? Je vous remercie. Et ensuite, vous avez donc l'approbation des décisions qui ont été prises durant ce laps de temps, ce mois. Pas d'observation? Très bien, je vous remercie. Donc, on est parti. Et le premier point, c'est Jam qui nous le présente. Bonsoir à tous. Deux petites choses en préambule. Première chose, monsieur le député est parti, donc je ne suis pas intervenu tout à l'heure, mais une des solutions qui existent, c'est de faire un peu moins de lois, ou alors, quand on en fait une, de toiletter les autres. Parce que ce qu'on peut vivre dans l'action de la GEMAPI est édifiant. Quand on rencontre différents services, avec chacun de lecture de différentes lois ou de différentes, puisqu'il y a le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, etc. Et donc, une des solutions, c'est dès qu'on fait une loi, il faudrait en supprimer 5, ou alors comme ça. Et ce n'est pas ce qui se passe, mais de tout temps. Je sais qu'on s'appelle le pays des lois, mais on vit ça d'une manière assez édifiante. Donc, encore aujourd'hui, j'ai failli d'ailleurs pas venir du tout, puisque hier, on devait annuler la délibération qu'on présentait simplement parce qu'on avait oublié, enfin, le préfet n'a pas reçu le nouveau nom du syndicat, c'est tout. Donc, ça commence à me gonfler sérieusement. Donc, mais c'est comme ça. Deuxième chose, la GEMAPI, donc je vous ai donné un petit élément parce que je me suis aperçu que cette compétence qui a été créée par la loi de MAPTAM, d'ailleurs, en 2014, donc vous voyez que c'est... il ne faut pas accuser tel ou tel gouvernement, c'était avant, d'accord, mais bon, on s'en fout, c'est comme ça. Et donc, je retourne aux fondamentaux, parce que je me suis aperçu à la commission environnement que certains mélangeaient beaucoup de choses, et donc,
ce document que je vais repris, qui existait, donc on a été présenté par KPMG, hein, pour bien comprendre ce qu'est la GEMAPI et les 4 missions qui sont décrites et qui sont transférées. Et donc, il y a bien des missions dans l'article L211-7 du Code de l'environnement qui sont hors GEMAPI, mais qui peuvent être aussi transférées. Et ça ne simplifie pas la vision après. Puisque, voilà, donc à un moment donné, hein, on se dit que c'est quoi ce bordel? Mais n'empêche que la GEMAPI, si elle a eu lieu, c'est parce qu'il y a un constat qui est édifiant, quand même, 50 ans de laxisme, hein, je vais dire de 1965 à 2015, et puis encore, je pourrais mettre un peu plus pour certains, mais enfin, et 50 ans de laxisme qui nous entraînent sur des cours d'eau en mauvais état, et puis des protections des populations contre les inondations, submersion marine en triste état. Et ça, ce constat, il est évident. Hein. Et donc, si faut retourner ça aux communes ou faut retourner ça aux associations, hein, eh ben, on peut se payer encore 50 ans de bordel. Voilà. Donc à mon avis, c'est une bonne chose d'avoir mis ça, mais n'empêche qu'on va mettre 4-5 ans au moins à pouvoir donc arriver à mettre cela en place, n'est-ce pas Joël, hein. Ça a été rappelé douloureusement, nous, par Xantia, hein, et puis il y a les prophètes du catastrophisme qui existent, hein. Il y en a pas mal, qui se servent beaucoup aujourd'hui de mauvais état des cours d'eau pour vous faire peur, en disant, de toute façon, tout ce que vous buvez, c'est, hein, il n'y a que des choses que vous avez à travers des concerts, etc. Ça commence à bien faire aussi de jouer sur la peur, parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Voilà, donc c'est un des éléments pour lequel, suite à la loi, hein, sur l'eau, on a donc essayé de simplifier tout ça pour que tout le monde y comprenne quelque chose. Surtout quand on paye une taxe de plus. D'accord ? Donc, il y a d'abord eu la simplification donc, à Val avec l'ensemble des associations qui étaient propriétaires ou des communes propriétaires des digues et qui ont été transférées hein, donc à la communauté de communes qui elle-même avait le droit de transférer tout de suite à des syndicats mixtes qui existaient déjà et qui commençaient à prendre ce travail à bras le corps. Voilà, donc c'est le début de la délibération. Hein. Donc il n'y a rien de spécial. Ces missions GEMAPI, donc alors je vais dire des chiffres, mais ils sont marqués, donc vous pouvez vous y référer, hein, le 1, le 2, 5 et 8, hein, qui sont transférés obligatoirement. D'accord ? Il y a eu une petite modification, donc, parce que ce n'est pas du détricotage de la loi, mais on s'aperçoit que quand on veut l'appliquer après, il y a des vrais problèmes. Donc il y a eu une possibilité de ce qu'on appelle la sécabilité de certaines missions. Et ça, on l'a pris pleinement, vous verrez après, sur le fait entre l'inondation fluviale et l'inondation submersion marine, qui est un vrai problème de compétences dès qu'on touche à des territoires qui ne sont pas proches de la mer. Voilà. Donc, bon, la clé avait mis en place une étude, hein, la clé du sage du lait, donc qui est fait. Donc, et puis, elle était inscrite dans le fameux PAPI, hein, qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lait a une première modification qu'on a approuvée donc, il y a quelque temps, hein, qui permettait de faire un syndicat unique à la carte, qui redéfinissait les critères de représentation de ses membres, les critères de répartition financière. Donc voilà, donc c'était un peu l'objectif. Je vous rappelle que dans les statuts, il y a 3 grands points. Les compétences. Hein. Le jour, j'ai bien ri parce qu'on mélangeait compétences et capable d'être compétent. Et donc, on peut être incompétent en ayant des compétences, hein, je vous le rappelle. Hein, la gouvernance, donc avec la représentation, et les dispositions financières. Donc, voilà. Donc, c'est ces règles qui ont été revues avec un travail que l'on a fait entre les 2 syndicats mixtes du bassin du lait. Je vous rappelle que notre commune a aussi, donc, on travaille par des bassins versants. Donc, l'eau, c'est comme ça. Hein, donc on a le bassin du lait, puis on a le bassin de la Vendée et Sérogne-Orthez. Donc il y a une partie du territoire de notre commune qui est rejoint avec un syndicat mixte Vendée-Sérotis et l'autre, c'est le syndicat mixte Marais Poitevin et Sinerval. On propose donc une adhésion, fusion de Sinerval et du syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du lait. Et donc on s'est rencontrés plusieurs fois. Les points plus importants, ça a été de caler bien les compétences, ça c'était fait. On s'est aperçu que la commune de Saint-Vincent-sur-Jard avait une toute petite partie, je ne sais plus quoi, c'est un lotissement, voilà. Une partie de lotissement. Une partie de lotissement, donc il faut qu'on vous approuviez le fait qu'on la récupère, hein, ça. On a mis à jour les périmètres. S'agissant de la représentation, évidemment, il y avait un vrai problème, c'est-à-dire que le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lait avait
un représentant par commune dans son conseil syndical, ce qui faisait 29, hein, dont 16 pour notre commune. Et puis, Sinerval avait simplement 24 représentants, mais il y avait quand même 5 Comcom. Donc, et on n'était que 5 chez nous. Si on mettait un représentant par commune, on se retrouvait déjà à 54. Hein, puis après à 82, si la Châtaigneraie, même plus, 82 d'ailleurs, si la Châtaigneraie vient, c'est 11 de plus, si la Clos de la Roche vient, c'est 13 de plus, etc. Donc impossible de rester comme ça. Il a fallu qu'on trouve des critères pour pouvoir donc avoir une représentation appropriée, hein, pour qu'on puisse se réunir et avoir au moins le quorum, hein, parce que si on était 120, je ne sais pas comment on aurait fait. Donc c'est ce qui s'est fait. Donc c'est un peu compliqué, hein. On l'a fait à la proportion de la superficie, avec un nombre de sièges attribués. Hein, ce qui fait que nous sommes, Sud-Vendée Littoral, à plus de 25% de la proportion de superficie, donc à 9. Plus, on a rajouté, parce qu'il y a quand même la côte qui est un élément fondamental dans le syndicat. Hein. Je vous rappelle qu'il représente plus de 80% donc, du budget du syndicat mixte Marais Président Bassin du Lay. Donc on a rajouté donc, le linéaire de côte en étant très... pour tomber à peu près à ce que les communes souhaitaient comme représentants. Donc voilà, donc on en a 3 de plus, ce qui fait qu'on aurait 12 représentants sur 32 quand la fusion serait faite, et on retrouverait 3 autres représentants de la Châtaigneraie qui doivent nous rejoindre. Et là, on se heurte à un vrai souci avec l'administration, c'est qu'on souhaitait faire cette adhésion de la Châtaigneraie en même temps. Eh bien, c'est pas possible, quoi. Il faudra qu'on redélibère une autre fois pour accepter la Châtaigneraie plus tard. Donc ça, c'est des haies que nous met la préfecture pour pas qu'on s'ennuie. Voilà. Donc pour la gouvernance, c'est tout. Hein, tout est mis. Hein, vous avez le document avec la surface dans le bassin versant, la proportion de la surface. Alors, où il y a eu le plus de discussions, c'est la répartition des clés financières, évidemment. Puisque, pour votre information, aujourd'hui, les 2 syndicats en participation récupèrent à peu près 511 000 euros, hein, donc à la taxe GEMAPI ou pas. Hein, et avec la Châtaigneraie, l'arrivée de la Châtaigneraie, on a estimé qu'on avait besoin de 525 000 euros. On a estimé tout cela à peu près. On avait fait une simulation à 550, qu'on a rebaissé à 525, parce qu'on n'arrivait pas à retomber sur ce que payent aujourd'hui les communes. Alors ça n'a pas été simple, hein. Donc on est parti de certains pourcentages, et vous l'avez dans la contribution générale, donc l'article 11.1, surface, donc c'est 50% de la surface dans le bassin versant, 15% de la population DGF 2018, je sais que certains n'aiment pas cette population DGF, bon, ça représente 15% du montant global. Quand on a fait des simulations avec la population INSEE, ça ne change pas grand-chose, hein, pour les communes que nous représentons. Après, 25% sur la présence de marais, parce que les contrats territoriaux marais ont un coût un peu plus supérieur à contrats territoriaux donc, qui sont à l'amont. Et on n'arrivait pas à tomber juste. On a donc inventé quelque chose qui est 10% donc, dans la position dans le bassin versant, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'amont ont un coefficient de 0, et ceux qui sont plus à l'aval ont un coefficient de 10, et ça nous a permis de pouvoir réajuster le tir pour retrouver les cotisations actuelles. Voilà, donc c'est... et ça donne donc une répartition que vous avez à la page... vous n'avez pas d'ailleurs, hein, mais je peux vous les donner. Hein. La participation donc, des communes de Pouzauges augmente de 3 000 euros, alors sur 40 000 euros. Hein. Celle des Herbiers baisse un peu de 5 000 6 000 euros parce que, bon, c'est les critères ont fait que, hein, donc par rapport à 30 000 euros. Chantonnay va passer de 68 000 à 70 000. Sud-Vendée Littoral passerait de 211 000 à 209 000, 210 000. Fontenay-Vendée passerait de 15 000 à 13 500. Saint-Fulgence-des-Sarres passerait de 4 200 à 7 500. Et Vendée-Grand Littoral passerait de 142 000 à 130 000. Et on a fait du réajustement. Et ça, c'est avec une simulation avec 525 000 euros de participation, qui évidemment entraîne des travaux par derrière que l'on a prévus.
pour vous donner une autre donne, on n'a pas touché à la répartition financière pour la submersion marine, qui est de 85% pour Saint-Camille, pour le Sud-Grand Littoral, et 15% pour le Grand Littoral, sur un montant de 652 000. Donc vous voyez que même en clair, Sud-Grand Littoral donne 554 000 euros de participation pour la compétence submersion marine. Donc 554 000 plus 200 000, on arrive dans les... un petit peu plus que ce qu'on avait. Oui, c'est ça, c'est pas pareil. Tout ça, ce sera, si on ne... Je ne peux pas vous garantir qu'on va demander 525 000 ou 526 ou 524 ou 520 000, enfin... Voilà. Donc on a par contre revu quelque chose un petit peu, c'est qu'il y avait des compétences à la carte. On a décidé de faire un tronc commun, donc des compétences obligatoires, donc le 1, le 2, le 5A, puisque l'inondation était sécable. Donc on a pris l'inondation fluviale dans l'obligatoire, le 8, et le 12, qui est l'animation, qui est une compétence partagée, où il y a le portage du sage. Voilà. Et on a laissé compétence à la carte, le 5B, donc, qui est la défense contre la mer, et le 3, l'approvisionnement en eau. Vous voyez sur le document que je vous ai donné au tout départ, vous voyez l'approvisionnement en eau. Donc l'approvisionnement en eau, il y a l'eau potable, mais il y a aussi l'eau. Donc là, c'est plutôt les réserves de substitution qui sont donc, avec un budget annexe et donc qui n'est pas prélevé sur les communes. Voilà, moi je vais en arrêter là, parce qu'autrement je peux m'amuser pendant longtemps avec ça. Vous me posez des questions si vous n'avez pas tout compris. Et j'ai laissé la présidente, parce que si vous a distribué sur table, c'est qu'il y a une phrase en plus qui a été rajoutée, puisqu'on avait oublié de mettre que le nom avait changé. Alors je vous rassure, le nom du syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lait, il se nomme désormais syndicat mixte Bassin du Lait. Donc on a simplement enlevé Marais Poitevin, donc ça ne complexifie pas trop les choses, sauf qu'il va falloir qu'on fasse l'ensemble de ces annonces. Voilà. Je réponds à vos questions si vous le souhaitez, mais j'en arrête là. Est-ce qu'il y a des questions? Avant que je... Non. Oui, vas-y Nicolas, bien sûr. Par rapport au nombre de sièges attribués, donc déjà, notre commune s'en sort pas trop mal. Enfin, 9, vous avez vu par rapport oui. à la proportion, oui. 9 plus 3, ce qui concerne le linéaire de Côte, oui. 12 représentants par rapport aux autres communautés de communes. Bon, mais ça a été fait aussi pour qu'on ne soit pas majoritaire. Je veux dire, on a fait des calculs. C'était pas dans chaque syndicat. Je ne pense pas qu'on ait la majorité, rien que suivant les électorales. Mais c'est avec l'accord de tout le monde, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est pas remis en cause. C'était fait ensemble, proposé. Donc c'est bien la communauté de communes qui les désignera. Donc dès janvier, il va falloir désigner l'ensemble, parce que ça s'appliquera dès que l'adhésion sera acceptée. Donc elle est prévue au 1er janvier. Oui, en attendant, on ne change rien. Et ça peut être ça va être un syndicat. Oui, je pense. Là, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il soit élu. Oui, bien sûr, c'est ça, oui. Les syndicats ouverts. Passer de 20, on était 16 plus 5, 21 à 12, bah évidemment, il faut falloir. Mais il y a 12 suppléants. Moi, je ferai une observation qui ne surprendra pas Jam et Joël en particulier. Je voterai pour autant parce qu'il faut avancer, mais je vois qu'on a encore, je crois ne pas me tromper, on a encore une répartition d'une partie de nos contributions financières calculées en fonction de la population DGF de nos communes. Je continue à dire que pour nous faire payer, on vient nous chercher en contribution population DGF, mais pour nous représenter,
on compte sur notre population municipale. Ce n'est pas normal. On avait dit, enfin, tout à l'heure, il y avait... Oui, bien sûr. Merci, mais on avait bien dit comme ça que la population des GF, j'allais dire, c'est repris qu'à hauteur de 15% enfin, dans le calcul après financier, dans la répartition financière. La population, donc 15%, c'est en fonction de la proportion de population de l'EPCI dans le bassin versant. Donc voilà, c'est bon, effectivement, mais on a essayé de refaire les calculs, et puis il n'y avait pas une incidence, je te rassure. Pas, mais après, c'est plutôt dans la... Non, mais j'ai vu que tu étais en train de griffonner des choses, alors c'est ça. Ouais. Non, mais j'en doute pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une étape, puisqu'on va redélibérer dans un mois, je pense, ou un mois et demi, peut-être 2, je ne sais pas, hein, pour accepter donc l'adhésion du syndicat mixte à Mont ici. Donc, puis après, on redélibérera une autre fois pour accepter notre. Ça s'amuse bien. Non, là il faut avancer. Hein, je pense que. Un renouvellement après l'élection. De toute façon, oui. Mais ça veut dire que là, il va falloir le refaire en janvier pour ensuite le refaire après le renouvellement municipal. Mais ça, c'est incontournable. Enfin, voilà. Puis c'est à partir du moment où on bascule le 1er janvier, on n'a pas trop le choix, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il vous est proposé donc de prendre acte que la correction du périmètre hydrographique intègre pour partie la commune de Saint-Vincent-sur-Jard dans le périmètre du syndicat mixte, de se prononcer favorablement sur les modifications statutaires du syndicat mixte telles que présentées ci-avant et telles qu'elles figurent dans le projet de statut annexé, de prendre acte que cette évolution statutaire ne modifie pas les compétences déjà transférées fin 2017 par les 2 comités de communes membres, de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette affaire et de valider le changement de nom du syndicat mixte par le nouveau nom syndicat mixte bassin du lait. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Jeanne. On passe au point suivant. Pour Pierre-Guy, le rapport d'orientation budgétaire. Bien, merci Madame la Présidente. Bonsoir à tout le monde. Mesdames, vous m'excuserez, j'ai été obligé de tomber la veste. J'ai cru comprendre que Monsieur le député vous avait fait beaucoup réfléchir et que la température était montée à l'intérieur de cette pièce. Ne vous inquiétez pas, je vais aisément le remplacer. Je pense qu'il va faire plus chaud à la fin de ce rapport. Alors, je vous rappelle donc le rapport d'orientation budgétaire, qu'on soit bien d'accord sur la règle du jeu qu'on va avoir. Le rapport d'orientation budgétaire, c'est une proposition qui est faite pour construire le budget. Donc tout ce que je vais vous dire là maintenant, c'est quelque chose qui sont des propositions. Si vous voulez les discuter, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, c'est le moment de le dire. Et non pas au moment du budget primitif, puisqu'au moment du budget primitif, finalement, on sera basé sur ce rapport d'orientation budgétaire donc pour le faire. Donc moi, je vais le dérouler et, bien entendu, donc vous m'arrêtez. Alors, on fait ce rapport d'orientation budgétaire assez tôt cette année pour une raison qui est une raison toute simple. Il va y avoir des élections, je pense que vous êtes au courant, et que si jamais on attendait qu'on ait des nouveaux conseillers communautaires qui soient désignés, qu'on ait de nouveaux bureaux qui soient mis en place, on dépasserait la période pour avoir leur rapport d'orientation budgétaire et dans le temps, donc le budget. Donc ce qui est proposé là aujourd'hui, c'est en fait de faire le rapport d'orientation budgétaire maintenant, de faire un budget primitif qui est un budget primitif qui va tenir compte de réalités qui vont se passer dans au moins les 6 premiers mois de l'année, et tous les ajustements vont se faire au moment donc, du budget supplémentaire, d'abord parce qu'il y aura bien sûr des excédents qui pourront être reportés, mais surtout c'est les nouvelles équipes donc, qui seront en place, et à partir de là, s'il y a des modifications, elles pourront être faites. Donc on a un budget, vous allez voir, sur lequel, en particulier dans l'investissement, eh bien, on a pris le parti de vous proposer de prendre uniquement les choses qui sont déjà engagées ou les choses qu'on est sûr de faire jusqu'au mois de juin. Hein, après, bien sûr,
il y a des lignes qui sont des lignes, vous allez voir, qui ont été rabotées à la baisse, parce qu'on sait que jusqu'au mois de juin, eh bien, on ne va pas avoir besoin de la totalité. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chercher la différence sur les réserves que l'on a, et pour répondre à une réflexion qui avait été faite l'année dernière, on ne va pas écrire un faux emprunt, entre guillemets, pour attendre d'avoir donc le report de l'année d'avant, en disant, si on avait mis 3 millions d'emprunts, il y a 1,4 million qui vient, on arrive à 1,6 million. Donc on ne va pas du tout faire de la même manière, c'est-à-dire que là, on va vous présenter quelque chose en disant, on va chercher sur les réserves, quelque chose avec une bonne nouvelle tout à l'heure que la présidente va vous annoncer. Donc, vous avez donc le rapport, on va le prendre, on va le dérouler, donc si vous voulez. Donc, vous avez vu dans le contexte, alors, parce qu'il faut donner des éléments de contexte au moment où on fait le rapport d'orientation budgétaire. On n'a pas énormément d'éléments, mais on peut en donner. Bon, on peut regarder derrière, on voit que la croissance française donc, a été pas mauvaise en 2019. Maintenant, il y a un certain nombre d'incertitudes, le Brexit en particulier, les tensions commerciales qui existent entre la Chine et les États-Unis. Donc, tout ça peut jouer sur la croissance. Et donc, il faut quand même être prudent à ce niveau-là. Et on aurait un léger ralentissement dans la zone euro par rapport à ce qu'il y a eu l'année dernière, de 0,1 point. Le pouvoir d'achat, donc, par contre, augmenterait donc, très, très légèrement de plus de 2%. Sur les principes mesures nationales. Alors, on n'avait rien d'autre que l'extrait du dossier de presse du projet de loi de finances 2020. Vous me ferez l'amitié de ne pas me faire de porte-parole de ce qui a été dit donc, par le gouvernement dans ce rapport, à moins que vous vouliez que je rentre en discussion donc, là-dessus. Mais vous l'avez tous lu. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Il faut surtout être très prudent, puisque là, il s'agit d'une déclaration de presse, et donc, bien sûr, qui est à l'avantage des personnes donc, qui sont en place. On ne faisait pas ça autrefois. Donc, il faut être quand même très, très attentif. Alors, il y a une chose, je vais vous demander de passer directement à la page 8, et pour regarder donc, les principales mesures relatives aux collectivités territoriales, parce que là, ce sont des mesures annoncées sur lesquelles on peut donc s'appuyer. Sur les dotations de péréquation, on parle de hausse, quoique il n'y a pas de grande nouveauté. On a des DGF donc, qui seraient quasi stables. On a une augmentation donc, des DSU et des DSR, alors globalement pour la France, de 90 millions. La dotation donc, de l'élu local passera à plus 10 millions. Et puis il y aura quelques variables d'ajustement qui vont être faites, mais en contrepartie, il va y avoir donc 55 millions qui vont être retenus donc, sur les régions. Donc, indirectement, les collectivités locales seront impactées, puisque la région est un de nos financeurs. Si on diminue les capacités des régions, il y a un moment où les régions ne peuvent pas donner plus qu'elles ont. Donc en même temps, on donne quelque chose et en même temps, on reprend. Voilà, vous connaissez le système. Du point de vue de la fiscalité locale, l'automatisation de la FCTVA est repoussée. En 2020, on aura 80% des foyers qui ne paieront plus aucune taxe d'habitation sur leur résidence principale. Il faudra attendre 2023 pour les autres. A priori, on dit que les compensations donc, seront identiques. Nous verrons. Les bases d'imposition ne seraient pas revalorisées du montant de l'inflation. Vous savez que depuis l'année dernière, les bases ne sont pas augmentées systématiquement sur l'inflation, mais sur un chiffre qui est voté par l'Assemblée nationale. Donc pour l'instant, on n'a pas de chiffre. Si jamais ils ne votaient pas d'augmentation, ça nous coûterait très cher. C'est de l'ordre, je dis ça de mémoire, mais il me semble que c'est de l'ordre de 500 000 € que ça nous coûterait. Donc ça serait quand même un bon trou dans notre budget. Quoi qu'il en soit, sur le débat d'orientation budgétaire, on va être optimiste et on va se dire qu'on aura une augmentation donc, qui est une augmentation de l'ordre de 1,5%. Donc on va passer, donc, si vous voulez bien, aux résultats attendus.
puisque bien entendu, l'année n'étant pas terminée, on ne peut pas dire que c'est un résultat définitif, mais on a suffisamment d'éléments pour pouvoir faire une projection donc, sur la fin de l'année. Vous avez ça donc, à la page 9. Donc vous voyez qu'on a des produits qui ont baissé à peu près de 400 000 € par rapport à l'année d'avant, et une augmentation donc, des charges réelles qui sont de l'ordre de 600 000 €. Ce qui fait qu'on a une baisse de l'épargne de gestion par rapport à l'année d'avant qui est presque d'1 million. Vous retirez dessus les charges financières, donc, qui sont 576 000, donc vous voyez, on frôle les 3 millions. Et puis pour avoir l'épargne nette, vous retirez donc le montant du capital, 1 691 000. Vous voyez que ce chiffre est important, puisque pour baisser l'endettement de la communauté de communes, on s'engage à ne pas emprunter plus de 1,6 million, de manière que, comme on rembourse un capital de 1 691 000, cette année, par exemple, sur le 1,6 million qui va, on a diminué l'endettement donc de 91 000. Donc, vous voyez le système donc, sur lequel on se reporte. Il nous reste quand même 22 millions de dettes à payer, et on regarde un petit peu après les ratios qui sont quand même relativement significatifs de notre situation. On a une capacité en désendettement de 7,67 années, je vous en reparlerai après, un taux de CAF de 9,47 et un coefficient de régularité de 0,48. Celui-là est important, je vous en reparlerai tout à l'heure. Sur la dette, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a un montant donc, qui est relativement important, mais sur un des budgets annexes, on a 10 millions qui traînent, qui sont en emprunt in fine. Le jour où il va falloir commencer à rembourser les capitaux là-dessus, il va falloir le tirer directement sur nos excédents. C'est pour ça qu'on essaye surtout de ne pas tirer sur les excédents pour pouvoir le provisionner. La manière de pouvoir l'éviter, ce serait d'arriver à réaliser donc, un certain nombre de terrains en particulier. 10 millions, ça m'étonnerait qu'on y arriverait, mais on pourrait limiter la casse, sachant que, je vous en reparlerai après, eh bien, ces emprunts ont été pour l'instant reconduits sous une forme in fine. Si on regarde maintenant les différents ratios dont je vous ai parlé, donc le taux d'épargne brute, on prend l'épargne brute et on divise par les recettes réelles de fonctionnement. Ça veut dire tout simplement qu'on regarde la part des recettes de fonctionnement qui sont consacrées pour investir ou rembourser la dette. Donc, il faut être entre 8 et 15%, nous on est 9,47. Donc là, on est pas mal. Mais vous imaginez, si jamais on devait prendre le remboursement des emprunts in fine qui passerait donc sur l'investissement, un virement vers de l'investissement, vous retirerez d'autant, et là, la division ne serait plus la même, et on se trouverait là très, très largement au-dessus des 15%. La capacité de désendettement, il faut être entre 10 et 12 ans, alors c'est ça, on prend l'encours de la dette, et puis on divise par l'épargne brute. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'a la collectivité, on dit on ne fait plus rien, on ne rembourse que la dette. Et on regarde en nombre d'années, on dit que c'est pas mal quand on est entre 10 et 12 ans, en dessous 10 et 12 ans, pardon, et on est à 7,67, donc là c'est pas mal. Alors le coefficient de rigidité des charges structurelles, ça montre tout simplement tout ce qui est charge incompressible, sur lequel on ne peut vraiment pas descendre. On arrêterait de respirer aujourd'hui, de toute façon ça sortirait en termes de charges. Et il ne faut pas atteindre 50%. On est à 0,48. Vous voyez, on est à 48%. Donc là, il faut faire très très attention sur ces charges, parce que du coup, on risquerait de passer très vite dans le rouge. Alors, autant on peut dire, aujourd'hui, dans une année qui est une année stabilisée, on a des chiffres qui sont des chiffres qui ne sont pas mauvais. Par contre, ça veut dire que derrière, il faut quand même être très 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 prudent sur les décisions qui sont prises, de manière à ne pas avoir, dans les années à venir, des ratios qui vont se dégrader et avoir donc des impossibilités, par exemple, de faire des investissements, ou même simplement d'avoir un certain nombre de fonctionnements qu'on ne pourrait plus faire. Donc ça demande quand même, si vous voulez, une attention particulière, et c'est ce que vous allez retrouver donc, dans les orientations budgétaires. On regarde maintenant tous les budgets, d'une manière consolidée. Alors, c'est un petit exercice qu'on va faire, et donc vous voyez, vous avez ligne par ligne, ce qu'il y avait en 2018, ce qu'il y avait en 2019, supposé, et puis ce qu'on retrouve donc en 2020.
Et on va reprendre donc ces chiffres, hein, plutôt que de les analyser ligne par ligne, on va les reprendre un par un. Sur les dépenses et recettes réelles de fonctionnement du budget principal, donc on va commencer par le budget principal. Vous avez une projection de ce qui pourrait être en fonction des propositions donc, du budget, du bureau, pardon. Donc, attention, vous n'aurez pas forcément ces chiffres-là dans le budget primitif, puisqu'il faut encore affiner un certain nombre de choses, hein, mais on peut penser que si jamais vous êtes d'accord avec les orientations budgétaires présentées aujourd'hui, vous aurez quelque chose qui serait proche de ça. Hein. Donc, on va prendre les différentes choses, en commençant par la dépense de fonctionnement. Et vous m'avez entendu déjà cette litanie, certains qui me connaissent bien savent que j'en fais une chanson, hein, 011, 012, 65, hein, puisque ce sont les 3 chapitres sur lesquels on peut agir le plus. Donc, on regarde un petit peu donc, le chapitre 011. On a demandé aux services et aux gestionnaires, on leur dit qu'est-ce qu'il vous faut pour fonctionner. Et on regarde ce qu'il aurait fallu pour fonctionner donc les années d'avant. Si jamais on répond tel quel aux demandes, on aurait une explosion des coûts de 12,08%. C'est-à-dire qu'il nous demanderait 5 528 000, alors que les années d'avant, on était à 4 932 000. Bon, on a regardé ça de très près, on a serré donc, les boulons de tous les côtés. Il est difficile de descendre en dessous 5,6 millions. Donc c'est le chiffre, l'objectif qu'on se donne, hein, c'est de rester donc à 5,6 millions, c'est-à-dire une légère augmentation par rapport à l'année d'avant, mais attention, il y a plusieurs choses donc, qui nous font frémir en disant on aura peut-être du mal à y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on baisse déjà les bras, ça veut dire qu'on va être vraiment sur le dos des gestionnaires pour y arriver. Il y a eu plusieurs investissements qui ont été réalisés en 2017, qui bien sûr induisent des dépenses de fonctionnement qui sont incompressibles. Donc logiquement on les a toutes. On peut avoir encore, si vous voulez, un effet de levier hein, que l'on retrouve encore cette année. Et puis, il y a des arbitrages qui ont été faits sur les 2 dernières années, en 2018 et en 2019, hein, qui auront eux aussi un impact négatif donc, sur notre 0,11. Toujours la même chose, hein. Chaque fois qu'on fait un investissement, qu'on prend une décision, il faut toujours faire la projection derrière, en particulier sur le 0,11 et sur le 0,12, de ce que ça va coûter. Hein. Les arbitrages donc, qui sont réalisés sur certains élargissements de compétences vont bien sûr faire une charge supplémentaire, même si derrière, dans la plupart, il y a une CLECT de l'autre côté. Mais très bien, vous savez que la CLECT, c'est une image à un temps T, et que bien sûr, toutes les augmentations qu'il y a derrière, eh bien, sont des augmentations qu'on va retrouver donc, sur notre 0,11. Je prends un exemple tout bête, mais quand vous prenez les dépenses de fluide, hein, l'eau, le gaz, l'électricité, l'essence, hein, vous allez avoir à un moment une augmentation des coûts, et pourtant la CLECT ne vous a donné que celle qu'il y avait eu au moment où on a récupéré donc, la compétence. Ce qui fait que mécaniquement, vous avez une augmentation de vos 0,11. Donc à chaque fois qu'on reprend une compétence, on va avoir donc ce phénomène. Alors, vous allez me dire, à chaque fois que les communes récupèrent une compétence, c'est la même chose. C'est vrai. C'est vrai. Alors l'un dans l'autre, comme on a récupéré plus de compétences qu'on en a vendues, c'est quand même la communauté de communes qui va le ressentir le plus, proportionnellement bien entendu. Sur les charges de personnel, on a réussi, par rapport aux prévisions, à être un petit peu en dessous de ce qui avait été prévu. Alors, en proportion, pas tant que ça, 330 000, mais enfin, bon, c'est déjà 330 000. On a, si vous voulez, un objectif. Alors, la manière dont on le détaille, donc vous l'avez en haut de la page 13. Donc, vous voyez, on prend hein, ce qui avait été fait donc, sur le BP de l'année d'avant. On retire les fameux 330 000, ça nous donne un montant. Et puis derrière, vous avez un certain nombre de lignes. Alors, vous avez les GVT, etc. C'est une augmentation mécanique, donc ça, on peut pas. Les mesures catégorielles, ce sont les avancements, là aussi, c'est mécanique, donc vous ne pouvez pas aller contre. Vous avez une année complète de recrutement, parce qu'au moment des réorganisations, on a eu des recrutements qui ont été faits en cours d'année. Donc là, on va se les prendre année pleine.
Hein. Après, vous avez des nouveaux besoins de service, hein, donc là, il y en a pour 159 000, mais on le compense à un maximum avec les départs non remplacés. C'est-à-dire que dans les réorganisations de services, chaque fois que vous avez un départ, on regarde comment on peut faire des réorganisations de services sans toucher à la qualité du service, mais derrière, avec la possibilité, donc, en s'organisant mieux, hein, savoir si jamais on ne peut pas arriver à faire quelque chose. Donc là, on gagne 111 000. Et puis, vous avez une enveloppe d'ajustement, alors sur les congés de maternité, etc. Alors, on va peut-être le retrouver dans le 0,13. Hein, c'est selon la manière dont les assurances sont faites. Mais on a mis quand même 40 000 euros. Donc, du coup, vous voyez, en faisant tout ça, on se retrouve avec un montant qui ne fait qu'une augmentation de 1,18% par rapport à l'année d'avant. Ça, il faudra le tenir. Parce que vous avez vu que dès qu'on touche, vu les sommes, hein, on est à 10 millions d'euros, dès qu'on touche un pourcentage, ça fait bérette dessous. Hein, donc il faut être attentif. Donc, ça veut dire que, comme je vous l'ai expliqué tout de suite, chaque fois qu'il y a un départ en analyse, on regarde si on ne peut pas réorienter les services, hein, voir si jamais on n'a pas des doublons ou des choses comme ça qui peuvent arriver, puisque bon, là, c'est vrai que le rapprochement des 4 communautés de communes fait qu'il y a quelquefois des doublons qui auraient été possibles, hein, et voir si jamais on ne peut pas réorganiser ça. Ensuite, on regarde si jamais il n'y a pas des... Plutôt que d'aller rechercher quelqu'un, voir s'il n'y a pas des mobilités internes, donc c'est un peu dans le même schéma. Et puis, en fait, ce qu'on appelle l'effet Noria, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté, qui a ses compétences aussi en regard, quelquefois, on prend quelqu'un qui a beaucoup moins d'ancienneté, hein, et qui coûte un peu moins cher. Donc on a ces effets-là, mais il faut regarder ça, donc bien sûr à la loupe, au cas par cas, hein, et tout ça en ayant bien l'objectif, hein, d'avoir autant d'efficacité au point de vue des services qu'on rend que l'on a aujourd'hui. Donc c'est pas un calcul simple, mais c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire. Après, vous avez jusqu'à la page 15, vous avez donc, comme chaque année, une analyse donc, sur les effectifs. Hein, donc, vous voyez, je vais pas y revenir, à moins que vous ayez des questions à nous poser là-dessus. Hein, donc, vous voyez, on a 224 titulaires et 45 donc, contractuels. Vous avez après un petit chapitre sur l'action sociale du personnel. Hein, donc avec son coût, 178 655 euros, hein, qui sont sur le VDAS, le ticket restaurant, et puis la participation de l'employeur à la prévoyance, hein, de maintien de salaire. Et puis, bien sûr, ça ce sera un petit peu supérieur, parce que vous avez des nouveaux agents, hein, qui sont là. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, donc, au 65, donc les autres charges de gestion courante. Donc, vous avez en haut de la page 16 donc la manière dont elles sont réparties. Alors, on vous propose d'augmenter, hein, les participations donc, de 0,5%, hein, avec une partie donc, sur les subventions de fonctionnement donc, aux associations. Je vous rappelle qu'on a voté donc un règlement, donc ce qui nous permet de bien le gérer donc maintenant. Et puis il faudra rajouter 15 000 euros donc à la SPL, donc un besoin qui est dû surtout au fait de la classification, je ne dis pas d'erreur, hein, Patrick, nécessaire donc de nos offices de tourisme, hein, sur lequel on aurait des pertes qui seraient relativement importantes. Et donc cette subvention à la SPL va être de 765 000 euros. Et puis, vous avez des charges exceptionnelles et atténuation des produits, donc, qui sont pour un montant, d'un côté, des max, hein, pour 65 000 euros. Et puis, il me semble qu'il y a une petite... non, c'est pas ici, qu'il y a une petite somme pour le dégrèvement des jeunes agriculteurs. Et puis, vous avez donc les attributions de compensation. Vous m'arrêtez au fur et à mesure, hein, si jamais il y a quelque chose, vous poussez un hurlement, vous faites des signes, la présidente m'arrêtera, hein, s'il le faut. Sur les recettes de fonctionnement, alors sur les produits des services de domaine, hein, on a mis le même montant. On ne pense pas qu'on aura une baisse, hein, des consommations, donc
des produits et des services. Les impôts et taxes, alors on s'est basé sur l'augmentation de 1,5% des bases. Donc vous voyez ce que ça donne. Et si jamais on n'avait pas cette augmentation des bases, vous voyez, ça nous imputerait quand même pas mal. La taxe GEMAPI, dois-je en dire quelque chose, si ce n'est que c'est Jam qui nous l'impose. Non, ça va, il dort déjà, donc ça va. En fait, vous connaissez le truc, c'est-à-dire qu'il y a des travaux donc, qui sont faits dans le cadre de la GEMAPI. Ces travaux, donc, on les a chiffrés. On a délégué ça donc, à des syndicats. Ces syndicats, donc, du coup, vont toucher cet argent pour faire ces travaux au centime près. On donne le montant au service des impôts, qui, eux, du coup, le répartissent donc, par des taux et le récupèrent auprès du contribuable. Donc, nous là-dedans, on est quasiment qu'une boîte aux lettres sur cette GEMAPI. Donc, sur les dotations, subventions et participations, on vous inscrit un montant avec une perte de la DGF pour 2020 qui est quand même de 88 853 €, c'est quand même pas une paille. Et puis, on met les autres recettes de fonctionnement au niveau de 2019. Sur le pacte locatif, on a une baisse parce qu'il y a le fameux RLS, vous savez, c'est la réduction du loyer solidarité. Oui, René, je sais. Qui nous fait une perte donc cette année de 34 024 €. Voilà, donc vous voyez, en 2 lignes, là, on perd plus de 110 000 €. Bon, c'est comme ça. Et donc, on regarde après ce que ça va donner du point de vue donc, de l'analyse de l'autofinancement, comme on l'a fait tout à l'heure, pour notre résultat. Donc, vous voyez les chiffres qui sont donnés. Et depuis, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, on est obligé de faire maintenant des prospectives sur plusieurs années. C'est-à-dire que, bon, on regarde un petit peu ce que ça donne, et puis on dit, ben voilà, jusqu'à 2023, ça va donner ça. Inutile de vous dire que c'est très, très, très indicatif, parce qu'il y a plein de choses, enfin, on ne sait pas de la manière dont ça va se faire. Enfin, imaginons que les choses restent comme sont aujourd'hui, et qu'est-ce que ça donnera donc dans le temps avec une augmentation des bases, une augmentation du 0,11, du 0,12 et du 65 d'une manière régulière, et puis on regarde un petit peu ce que ça donnerait. Et regardez, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette histoire-là. Quand vous regardez l'épargne nette, vous voyez que quand on arrive dans une projection au 31-12-2019, on est à 1 270 000 grosso modo. 2020, 980 000. Donc vous voyez uniquement sur des effets qui sont des effets malgré tout ce que l'on fait, on a quand même une baisse de notre épargne brute, et la baisse de l'épargne nette, c'est ce qui nous permet quand même, quelque part, d'investir. C'est la part qu'on va pouvoir prendre pour aller investir. Or, si jamais ça baisse, ça veut dire qu'on va être obligé de faire attention donc, aux investissements derrière. Puis après, on va avoir des petits rebonds qui vont être faits, bien entendu, si jamais on n'est pas plombé par le fait d'avoir les emprunts in fine qui, à un moment donné, redeviennent donc des emprunts classiques. Alors, on regarde un petit peu les recettes de fonctionnement. Alors ça, c'est les bases de calcul qui nous ont permis de vous donner ce tableau. On fiche donc le 70, donc les produits des domaines. On met à 1,5% donc pour les impôts, c'est-à-dire qu'on revalorise à 1,5%. Les dotations en subventions, on les fige. Donc vous voyez, ce sont des conditions qui sont quand même très conditionnelles. Parce que si jamais il y a un de ces chiffres qui n'est pas valable, tout notre tableau va bouger. Sur les dépenses de fonctionnement, sur le 0,11, on dit on n'augmentera pas plus de 0,5, pas augmenter plus de 0,5, ça veut dire que, étant donné le risque qu'on a dans les augmentations de fluides, etc., ça veut dire que sur le reste, il faut être très très attentif.
Sur les charges personnelles, on reste à 1,5, hein, donc sur le 0,12. Sur le 65, on dit qu'on va être de 1,48% à partir de 2021, mais attention, on a été à 1,85% jusque-là, ça veut dire qu'il faut quand même être optimiste. Et puis, on a mis des charges exceptionnelles donc, qui ont été figées à un certain montant, et les évaluations des produits donc, qui ne bougent pas et sont calquées sur 2020. Donc vous voyez que si on regarde donc les capacités à investir, donc votre épargne nette, c'est ce que je vous disais, on retrouve dans le premier tableau, vous le retrouvez là répété sur la page des NUF, hein, c'est important. Or, souvenez-vous ce qui a été décidé par le passé, donc par notre Assemblée. Il y avait plusieurs points. On disait qu'il faut puiser raisonnablement dans l'excédent de fonctionnement reporté, puisqu'il y a eu, depuis 2017, un excédent de fonctionnement reporté qui était relativement important, et donc qui était de 5 700, quasiment 7 750 000. Alors, c'est important, parce que je vous rappelle, hein, l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Hein, ça peut être le financement d'une partie hein, de ce qui risque de nous tomber dessus. Une partie. Très bien, mais ça veut dire que derrière, hein, il ne faudra pas dépasser d'un iota sur les capacités hein, d'investir sur ce qui a été montré tout à l'heure. Alors, l'endettement, on ne l'alourdit pas, parce que bien sûr, ça aura des effets sur le fonctionnement les années d'avant. On rembourse 1,6 million par an, on emprunte jamais plus d'1,6 million. Hein. Donc comme ça, on n'augmente pas l'endettement. Hein, et quand on peut arriver à baisser les taux, on le fait. Vous savez, c'est donc pour ça qu'on est en train d'étudier sur les différents emprunts, quelles sont les possibilités de les renégocier. À l'heure actuelle, les banques ne sont pas complètement idiotes, c'est-à-dire que très souvent, dans les contrats qui ont été quelques années, lorsqu'on fait des remboursements par anticipation, eh bien, les indemnités de remboursement anticipé couvrent les différences. Donc, on n'a pas forcément intérêt à y aller. Une des possibilités, c'est quand on a des emprunts qui sont avec un taux relativement élevé, c'est qu'avec la même banque, on dit on emprunte chez vous si jamais on relisse un certain nombre de choses. Donc, on a une petite marge là-dessus, mais elle est quand même relativement faible. Ensuite, vous avez donc plusieurs autres paramètres. Hein, vous avez la capacité d'autofinancement, bien sûr, qu'il faut regarder, donc ça, on vient d'en parler. Alors, en section d'investissement, ça, c'est l'expérience hein, qui nous apprend un petit peu les choses. C'est-à-dire que chaque gestionnaire pose, bien sûr, ce dont il a besoin en fonctionnement, mais ce dont il a besoin en investissement. Et puis, on commence l'année, on déroule les choses. Ça ne se passe pas toujours comme on a envie que ça se passe. On peut prendre un certain nombre de retards. Et du coup, on arrive en fin d'année où on n'a pas finalement réalisé la totalité de ce qu'on voulait faire. Alors, toutes les collectivités, vous connaissez le truc, hein, sont dans ce cadre-là. Et plus une collectivité est grosse, plus le taux qui est de ce qui a été fait, le taux d'exécution, est faible. Bon, là, on n'est pas bon. Il faut bien le dire tel qu'il est, hein, puisque vous voyez, à la fin, au 4-10, hein, je ne dis même pas à la fin septembre, on était à 47-41%. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la moitié de ce qu'on avait décidé de faire. Alors, il va y avoir des choses qui vont se faire d'ici la fin de l'année, mais ça veut dire que, bon, alors, ça s'explique aisément parce que, bien entendu, le regroupement des 4 communautés de communes a donné une inertie qui était certaine. Hein, il y a eu dans l'année aussi des choses qui ont freiné avec les changements de compétences, etc. Mais attention, je dis attention, parce que si jamais on perdurait sur ces taux comme ça, on pourrait très bien nous accuser de faire des budgets insincères. C'est la première chose que la Chambre régionale des comptes regarde hein, quand il vient dans une collectivité. Il regarde donc quels sont les taux d'exécution. Alors, en fonctionnement, ils ne sont pas mauvais, vous avez vu, on a un bon taux d'exécution, par contre, en investissement, on n'est pas forcément bon. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on va construire donc, ce budget primitif en vous proposant dans les travaux les choses qui sont engagées ou les choses qu'on est sûr de faire, hein, au moins sur le premier semestre. Hein, comme ça, on aura un taux de réalisation donc, sur la fin de l'année qui sera relativement important. Et quand mon successeur à cette place
puisque vous savez que moi je ne me représenterai pas, donc je serai dans le fond de la salle à regarder pour voir si jamais les choses ont bien été suivies. Je serai du côté du contribuable. Alors donc, et donc, oui, et donc, mais là je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et donc, si vous voulez, on verra au mois de juin de la manière dont ça s'est déroulé, et en fonction donc des excédents qui auraient été reportés, eh bien, vous pourrez prendre la décision, ceux qui seront là, vous pourrez prendre la décision donc d'inscrire ou de ne pas inscrire, de manière à avoir un budget qui est un budget final, c'est-à-dire quand vous aurez les budgets primitifs, plus le budget supplémentaire, plus les DM, où vous aurez donc un taux d'exécution donc qui sera bon et acceptable. Voilà, donc on a une capacité d'autofinancement net qui est estimée à 1,3 million. On part d'un emprunt nouveau, 1,6 million, comme on l'a dit, et puis des aides politiques contractuelles pour 1,5 million et une FCTVA de 720 000 euros. Ça, c'est mécanique, on les reprend, et ça vous donne donc un chiffre, une capacité donc de financement. Donc vous voyez que vous retrouverez donc dans le tableau de la page 20 sur le côté droite. Et on va passer maintenant, si vous le voulez bien, sur les opérations d'équipement, à moins que sur le fonctionnement, vous ayez, et sur les capacités d'autofinancement, vous avez des questions à poser ou des propositions à faire. Non. Donc, avant de commencer, les papiers que vous avez ont une petite erreur qui ne pouvait pas être rectifiée même aujourd'hui parce que les chiffres sont tombés ce matin. Mais là, je vais laisser donc la présidente vous annoncer la bonne nouvelle. Alors, en effet, Pierre Guy ne pouvait pas vous présenter les bons chiffres. Nous ne les avions pas. Vous savez que le conseil départemental, on a travaillé, et c'est la vice-présidence de Nicolas, au niveau du stade 1 concernant la fibre sur les entreprises, sur les sites prioritaires. À partir de 2020, on se dirige vers le stade 2, c'est-à-dire la FTTH, donc à l'abonné. On avait inscrit un budget, nous avons inscrit et voté un budget de l'ordre d'environ 5 millions, on n'a pas les chiffres tout à fait. Le marché a été attribué le 4 octobre. On a signé le marché au conseil départemental. Le marché a été signé entre Vendée Numérique, le CIDEV, la région, le département, avec un nouveau prestataire qui s'appelle Altitude. Ce prestataire, au lieu de terminer comme c'était prévu au 31 décembre 2025 les travaux d'arrivée de la fibre à l'habitant, s'engage à terminer au 31 décembre 2023. Vous aurez une conférence des maires spécifique novembre ou décembre qui vous montrera commune par commune, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Commune par commune, l'arrivée de la fibre. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Du coup, qui dit temps raccourci, laissait supposer un coût inférieur. Moi, je l'ai appris aujourd'hui, donc ça m'a permis de communiquer à Nicolas, mais à Pierre Guy que ce soir, puisque Alain Leboeuf a communiqué le montant qui serait appelé par Vendée Numérique pour l'année 2020. On n'a pas d'engagement encore sur les autres années, ce ne sera pas le même montant, mais au moins l'appel pour 2020 sera de 553 160,38 € au lieu de 1 144 850, ce qui fait quand même un delta non négligeable de 591 689,62, ce qui va forcément modifier le tableau présenté par Pierre Guy, qui l'a recalculé là, dès que je lui ai dit en arrivant, et qui va nous permettre évidemment d'avoir un petit peu une bouffée d'oxygène. Mais le SDAN 2, on sait que c'est indispensable au développement de nos territoires, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, et puis après on verra comment est-ce que ça va évoluer dans les autres années. Voilà. Donc je repasse la parole pour recalculer. Merci, j'aime bien ce genre de nouvelles. Non. Non, je sors mon étiquette, non. Donc, mais vous allez voir, parce que bon, ça permet quand même de passer une année 2020 d'une manière un peu assez sereine. Si vous voulez, dans les opérations donc, d'équipement, vous avez dans les annexes un grand tableau sur lequel vous avez donc tous les investissements. Je pense que vous l'avez regardé, parce que moi je veux bien qu'on le déroule, mais on en a pour 2 heures, à moins que vous ayez vraiment des choses spécifiques à demander sur certains investissements, auquel cas je peux vous répondre.
Parce qu'il y a des choses un peu qui peuvent vous surprendre, comme par exemple l'acquisition de véhicules électriques. Ben oui, ben voilà, c'est le genre de choses. Les véhicules peuvent encore, bon, ils ont supprimé, donc on les a supprimés, donc voilà, on ne peut pas, hein, parce que bah, c'est pas un besoin réel et immédiat. Voilà, des choses comme ça. Hein. Vous avez non? Bien, donc on en fera le détail de toute façon hein, au moment du budget primitif, hein, ligne par ligne. Hein, et donc à ce moment-là, je mettrai d'ailleurs peut-être à contribution chacun des vice-présidents pour présenter les investissements qu'il faut. Hein? Surtout ceux à qui on les a supprimés. Oui, voilà. Donc, commence pas à faire du mauvais esprit. On les a supprimés ensemble. Donc, regardez un petit peu ce que ça donne. Vous avez donc, sur les tableaux qui vous ont été donnés, vous avez vu, vous avez des montants par fonction. Hein, ces montants par fonction, vous les retrouvez ligne par ligne dans le tableau que vous avez ici. Alors, il y en a un qui va changer, bien entendu, c'est sur l'aménagement du territoire, hein, puisque la ligne de 1 140 410 000, vous voyez, 1 million, pardon. Dans SDTAN, vous voyez, il y a 1 789 000. Hein, celle-ci va diminuer, puisque du montant donc, dont la présidente vous a parlé. Et à côté, vous avez les montants dont je viens de vous parler, donc en recettes, hein, puisqu'on a des subventions qui sont en face, on a le FCTVA, on a l'autofinancement, hein, donc la CAFNET hein, estimée, et puis on a un emprunt donc, qui est un emprunt nouveau de 1 600 000, c'est le maximum qu'on s'est donné. Et du coup, pour y arriver, eh bien, on est obligé de puiser dans nos financements. Alors, puiser dans nos financements, c'était là, du coup, la ligne un petit peu artificielle. Au lieu d'augmenter les impôts de manière artificielle, on dit, bon, on va prendre la différence. Mais quand on aura les véritables excédents qui vont nous arriver, ça va bien sûr diminuer. Ça va même aller bien au-delà, ce qui vous permettra, donc, à ce moment-là, de pouvoir réfléchir donc, sur des investissements supplémentaires que vous pourrez faire jusqu'à la fin de l'année. Donc, sur l'autofinancement, au lieu d'avoir 1 443 208,30 €, vous pouvez le baisser à 851 528,68 €. Inutile de vous dire que ce sera largement couvert. Hein, donc, c'est pour ça que je dis que l'année 2020, on peut le faire donc, avec une certaine sérénité. Voilà, sur le budget principal, j'en ai terminé, si ce n'est que sur la page 21, vous avez des APCP, hein, plus en rappel, parce qu'il faudra de toute façon, au niveau du budget primitif, hein, les consolider. Donc, c'est des choses que vous avez déjà vues, puisque ça, ce sont des votes que l'on a déjà faits. Sur ce budget principal, avez-vous des remarques, des propositions Non, on se base là-dessus donc pour construire le budget primitif, donc si vous en êtes d'accord. On va passer maintenant sur les budgets annexes. Alors là, c'est beaucoup plus automatique, hein, puisque en fait, il y a peu de décisions hein, qui sont prises. On est sur des budgets donc qui subissent une vie, hein, qui est une vie antérieure, avec quelques décisions donc qui vont être modifiées. Donc je vous en parlais, mais après, ce sont des reports hein, qui sont systématiques donc d'une année à l'autre. Sur le SPANC. Alors, on a eu une petite baisse hein, sur les recettes. Hein, bon, rien ne nous dit que ça va être reporté hein, cette année. Hein, c'est comme ça, mais bon. Vous savez que les prestations donc, relatives au vidange sont réalisées depuis juin 2019, et puis que les contrôles de bon fonctionnement sont à eux mis en œuvre courant 2020. Donc on aura des modifications, mais là on est sur des prestations de services, donc on aura des modifications qui seront, j'allais dire, plus subies que décidées. Hein, et donc on peut faire une projection, donc telle que vous l'avez, sur des pages 22. Sur les ordures ménagères, on est un petit peu dans le même cas, donc on change pas chose donc cette année. Hein, donc ce sont quasiment donc, des reports par rapport à ce qu'on a vu l'année d'avant. Vous m'arrêtez hein, si vous voulez sur ces budgets des précisions hein, ou autres. Hein.
mais comme je vous le disais, comme c'est assez mécanique, hein, je le passe assez rapidement. Sur le budget annexe atelier relié et pépinière, hein, pour 2020, on n'a pas prévu de construction donc, particulière. Hein, donc là aussi, c'est une continuité, hein, de ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. Le budget STEP Vendéopole, il y a un nouveau contrat de délégation de service public qui a été à partir du 1er janvier 2019, ce qui nous permet donc d'avoir une consolidation par rapport à cette année donc 2020. Donc là aussi, hein, il y a un certain nombre, il y a des amortissements, il y a des choses comme ça, donc, mais qui courent. Sur le Vendéopole et autres, alors là, par contre, on a quelques petites nouveautés qui vont intervenir. On doit déplacer une ligne électrique, hein, et mettre aux normes un bassin d'orage. Et puis, sur la zone 3 Ferme-Neuve, il y a une extension pour 326 000 euros, et puis des études pour cette même zone. Et donc, il y a 5 parcelles donc, qui sont prévues d'être vendues. Donc, ce qui vous donne un petit peu le budget, enfin le prévisionnel, hein, qu'on aurait, le budget primitif que vous avez au-dessus. Après, donc, vous avez les lotissements Vendéopole. Hein, vous avez des cessions donc, qui sont envisagées pour un petit montant, hein, 6 145. OK. Vous avez des questions sur ces budgets ou des propositions, hein, bien sûr, tout ça peut évoluer si jamais, en particulier, on vend des terrains. Hein, mais sur le budget primitif, tant qu'on n'a pas les signatures, on ne peut pas le mettre. Hein, c'est au compte administratif qu'on verra ça. Après, on fait une étude de la dette. Alors, je ne reviendrai pas, parce que je vous en ai parlé, hein, sur les fameux emprunts in fine, si ce n'est que je vous préciserai, hein, qu'en 2018, on avait renégocié 3 des 5 financements, parce que en fait, vous en avez 5. Ça a été un petit peu le problème, c'est que la plupart de ceux qui étaient dans le SMPVA pensaient qu'il y avait un emprunt in fine. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans différents budgets annexes, et que c'est vrai que c'était bon, ça fonctionnait comme ça. Et je rappelle aussi, parce que on a fait un procès en Vendéopole de Saint-Hermine, il faut d'abord dire que c'est un Vendéopole qui a quand même développé un nombre d'emplois qui est quand même relativement important, et qu'au moment où il y a eu ces emprunts in fine qui ont été faits, la préfecture, le gouvernement poussait à ce type d'emprunt. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient tout simplement, on est en pleine croissance. C'était avant comment dirais-je, la crise, hein, de 2007, et ils disaient, vous faites un emprunt, hein, in fine, mais comme vous allez revendre les terrains dans la foulée, vous allez rembourser le capital. Donc ça ne sert à rien de faire des avances de trésorerie, hein, puisque au bout du compte, sur les 2-3 ans que vous avez fait faire, vous aurez capitalisé le truc et vous rembourserez. Bon, ça a été vrai un temps, ça n'a pas été vrai après la crise. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que ça a peut-être été un petit peu exagéré dans les prospectives, hein, de ce que l'on pouvait faire à l'époque, mais souvenez-vous, à l'époque, on disait que les Vendéopole allaient donner, il y avait des statistiques, etc. Paf, la crise des subprimes est arrivée, et ça a mis fin à tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, donc on a ces emprunts aujourd'hui in fine, ces 5 emprunts, 3 ont été renégociés pour donc jusqu'en 2021, et puis on a, vous vous souvenez, hein, on a réfléchi entre nous pour savoir qu'est-ce qu'on fait, hein, sur les emprunts, donc sur les emprunts in fine. Est-ce qu'aujourd'hui on les relise tout de suite, on les passe en emprunt classique, mais attention, ça veut dire que ça plombe tout derrière, hein, et qu'il faut réfléchir de manière complètement différente, ou est-ce qu'on les refait en emprunt in fine? Donc c'est ce qui s'est fait. Les banques ont accepté, mais elles n'accepteront pas une deuxième fois. Hein, on le sait déjà. Donc il faut faire attention. Donc vous voyez la répartition donc, que ça a donné aujourd'hui. Il nous faut un emprunt de 1,4 million pour le... Alors, ça va être moins pour les SDTAN 1. Hein, donc là, il va falloir qu'on revoie un petit peu les choses. On a une ligne de trésorerie sur laquelle on est obligé de tirer. Hein, je l'ai fait craquer, mais lui sonner. Hein.
Ils craquent les premiers. Bon. Et puis, donc les 1,6 million dont on parlait. Et comme on vous disait, on est en train d'optimiser l'encours de la dette, hein, c'est-à-dire que ça, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec un cabinet. Voilà. Et vous avez derrière donc toute une analyse, qui est une analyse donc, des emprunts. Ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que vous avez un taux moyen donc, d'emprunt qui est tout à fait correct. Vous avez derrière vous n'avez pas d'emprunts qui sont d'emprunts donc à risque. Hein, donc, on a un endettement conséquent, mais un endettement qui est un endettement sain. Voilà. Avez-vous des questions, des interventions, des suggestions Je reste à votre disposition, bien entendu, pour tout ça. Y a-t-il une prise de parole? Non? Non. Alors, si ce n'est pas le cas, il vous est demandé donc de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2020 sur la base du rapport annexé et de dire que la présente délibération et son annexe seront transmises au préfet de la Vendée ainsi qu'au maire des communes membres et que le rapport, dans les conditions réglementaires, sera mis à disposition du public sur le site internet de la communauté de communes et consultable au siège et m'autoriser à signer tous les documents. Y a-t-il des questions? Contre? Non? Très bien. Je vous remercie. Merci, tu as le droit de boire un tout petit peu et de reprendre la main après. Pierre, s'il te plaît, sur les tarifs de l'Irium. Voilà, merci. Donc, il y a 2 délibérations qui vont suivre concernant la redevance pour les territoires qui sont concernés, puisque nous sommes encore dans la réalité avec 2 territoires anciens à la taxe et 2 territoires à la redevance. Et nous avons 5 ans en principe pour faire un choix. Voilà. Donc, pour ce soir, comme l'année dernière, on vous invite à valider la fixation des tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2020. Et il n'y a absolument rien de changé par rapport à l'année dernière. Donc, si vous voulez des détails, on peut en parler, mais les chiffres n'ont pas changé. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions autour de ça ? Donc, je vous invite à valider le maintien des tarifs de la redevance pour l'année 2020. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Ben, merci de votre accord. Alors, par contre, la deuxième délibération concerne la modification du règlement de la facturation. Donc là, il y a certaines évolutions. Donc ce règlement, il existe déjà, il a pour objet de définir les conditions d'établissement de la redevance sur les territoires concernés. Et donc, c'est un document opposable aux usagers. Il a pour objectif de définir avec précision les modalités de calcul, de facturation, de recouvrement de cette redevance. En fait, l'actualisation, elle porte sur 3 points différents. D'abord, la notion de bâtiments publics communaux et leurs exonérations. C'est vrai qu'il y avait toutes les îles du Marais poitevin et le Pays Mareuillais, les bâtiments communaux payaient une redevance, alors que les secteurs en taxes ne payaient rien. Donc on a revu cela, et donc le règlement est modifié en conséquence. Donc sur plusieurs points du document, vous verrez, n'apparaissent plus tout ce qui est commune et école primaire. Voilà. Tout le reste, salle des fêtes, oui, voilà, tous les équipements communaux, mais ne restent taxés quand même les collèges, les lycées, les centres de formation, autres structures. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Une spécification aussi du tarif aux professionnels. Donc, on a mis à jour un peu, parce qu'évidemment, il y avait de nombreuses questions des professionnels. Donc, en page 3 du règlement, donc les professionnels dont l'activité est identifiée parmi les codes NAF ou APE, et pour lesquels aucun bac n'a été mis à leur disposition, parce que la question nous était souvent posée, on n'a pas de bac, donc on n'a pas de déchets. Ouf, ce n'est pas si simple. Malgré tout, un entrepreneur a toujours un minimum de déchets, même s'il n'a pas de bac. Il va à la déchetterie, il dépose des papiers, il dépose du verre, etc. Donc, on propose d'appliquer la part fixe du forfait. Donc, dans la délibération précédente, la part fixe du forfait, c'est 90 € pour un bac. Donc voilà, c'est ça la base. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution pour les professionnels.
Et puis, la troisième évolution importante, ça y est, avec les équipements dont nous disposons maintenant au niveau camion, etc., nous sommes en mesure de collecter tous les écarts qui jusque-là ne pouvaient pas l'être si facilement. Donc on avait mis en place depuis un certain nombre d'années un tarif écart, un tarif à demi-tarif en quelque sorte pour les écarts qui n'étaient pas collectés comme les autres. Ça y est, maintenant, les écarts sont collectés avec des camions adaptés, des plus petits camions. Donc on a supprimé le paragraphe sur les tarifs écarts pour le territoire, bon, parce que ça concernait les îles du Marais Poitevin essentiellement. Voilà. Pardon ? Alors, je ne te dirai pas les jours de collecte, parce que voilà, c'est des camions spécifiques, donc ça peut... voilà. Mais fie-toi au calendrier, voilà, je n'ai pas ça en tête là maintenant. Alors, disons que les collectes s'organisent actuellement, les camions sont arrivés, donc voilà, ça se met en place. Voilà. Mais ça, c'est pour le 1er janvier 2020. Oui, merci. Oui, les communes comme Champagny, on avait pris une délibération à un instant T pour éviter justement les écarts. J'avais envoyé un courrier là-dessus. Et à la demande aussi des particuliers qui sont sur des chemins privés distants de la route de collecte, se verront obligés d'avoir une collecte à domicile avec un passage du camion sur les chemins privés. Voilà. Alors, écoute, je ne veux pas te répondre en détail pour les personnes concernées. Disons que nous, communauté de communes, on a les équipements pour collecter tout le monde dans les mêmes conditions. Voilà. Donc après, chemin privé ou chemin public, en effet, c'est une question. Les tournées, je ne les connais pas ce soir en détail. Donc, en effet, avec vous, Champagny, ça va être... je pense qu'il y a eu des contacts de prix, me semble-t-il, oui, déjà, d'accord, pour bien vérifier les tournées, comment elles se passent, jusqu'où on peut aller ou non, etc. Mais le service, il est rendu potentiellement. Voilà. J'aimerais qu'on soit au moins avisé des démarches qui sont prises. Non, mais complètement, oui. OK. C'est bon, pas d'autres questions? Voilà. Donc, qui s'oppose à cette évolution du règlement, à cette modification du règlement? Qui s'abstient? 2 abstentions. 2 abstentions. Voilà. Merci. Merci. Merci Pierre. Et je repasse la parole à Pierre Guy pour continuer sur les budgets. Bien, merci. Nous avons une DM3 sur le budget principal à passer, qui vient de trois phénomènes. D'abord, vous savez, avec la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, il y avait eu un transfert donc de la LSH, de l'escale des moules, des mousses, et il y avait donc des emprunts donc, qui étaient des emprunts qui étaient en cours, qu'il a fallu donc rembourser auprès de la commune, tant sur les montants, enfin sur les intérêts que sur le capital. Donc vous voyez les montants donc, des 19 302 et de 61 571. Donc on retrouve d'un côté et de l'autre. Ensuite, il y a eu une collecte. Donc cette collecte a montré donc, qu'il y a des différences de montants. Donc, on a donc plus de dépenses dans les attributions de compensation. Et puis, on a une petite mauvaise surprise sur la dotation de compensation de réforme de l'ATP, où on a un montant des recettes donc, qui diminue. Voilà, donc il faut pour pouvoir l'équilibrer, eh bien, tirer le montant, le même montant donc, de ce qui a été inscrit donc, sur les dépenses imprévues, soit 66 809 euros. Pardon. Sur l'investissement, nous avons le capital dont je vous ai parlé. Il y avait une petite recette parce qu'on a eu de la cession de matériel, puis des reprises donc, qui ont été faites, des reprises et cessions de matériel pour un montant de 10 000 euros. Et donc on ajuste pour équilibre de la section donc, sur les autres immobilisations corporelles. Vous avez des questions, des remarques?
Non. Donc des contre, des abstentions. Donc à l'unanimité. Merci. Alors après, les pertes pour créances irrecouvrables. Vous voulez que je vous les détaille? Donc sur le budget principal, nous en avons pour un montant total de 2 844,44 €. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les inscrive? De toute façon, on n'a pas le choix. Ah, donc, y a-t-il des contestataires qui veulent contre quand même? Non. Ni s'abstiennent, donc à l'unanimité. Sur le SPANC, eh bien, nous en sommes à 100 €. Hein? 100 €. Y a-t-il des contre, des abstentions? Non. Donc, sur le budget des OM, c'est un petit peu plus conséquent, puisqu'on est à 7 474,49 €. Y a-t-il des contre, des abstentions? Non. Bon, merci, tout ça à l'unanimité. Maintenant, je vais vous parler d'une adhésion qu'on aimerait faire donc, à l'association d'achat dans les services publics. En fait, si vous voulez, c'est une association dans laquelle vous avez une association de professionnels qui travaillent tous dans le domaine de la commande publique. Vous savez, la complexité qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc ça leur permet de faire des échanges, des formations, des informations. Ça permet, en plus de valoriser ce métier, parce que vous n'avez pas beaucoup qui veulent venir dessus, et quelquefois ça manque. Ça permet de mettre en avant les règles de transparence, de pouvoir agir auprès des pouvoirs publics de manière à améliorer donc un certain nombre de textes, et puis en fait d'aider au bout du compte les acheteurs publics qui existent. Donc pour ça, ils font des colloques, des formations, et ils élaborent un certain nombre de documents. Donc, vous voyez, c'est quelque chose pour les acheteurs publics donc, qui peut être intéressant à plusieurs niveaux. Et pour pouvoir donc que la communauté de communes puisse y adhérer, donc profiter donc de cette structure, il faut payer une cotisation de base, qui est donc de 200 €. Donc, il vous est proposé d'approuver donc l'adhésion au service de commande publique de la communauté de communes, etc. De dire que cette cotisation annuelle sera imputée au 0,11 compte 6288, une dépense du 0,11, et de déléguer à Madame la Présidente la compétence pour le renouvellement de l'adhésion à la dite association. Question? Remarque? Non? Y en a-t-il que certains que ça rousine? Non? Ou qui s'abstiennent? Donc à l'unanimité, merci. On va parler maintenant d'une convention de partenariat donc, relative à la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics. Alors ça joue sur l'emploi, et on vous propose donc de décider d'inclure dans la commande publique une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on va aller chercher donc la manière de faire donc une clause obligatoire d'insertion dans les activités économiques. Pour la formation. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc la MDEDE a développé donc un dispositif de gestion donc, des clauses sociales qui peut assister les maîtres d'ouvrage dans ce domaine-là. Ce dispositif d'accompagnement est fait gracieusement, et pour ça il faut signer une convention qui sera mise en relation donc, avec des interlocuteurs en amont des lancements des procédures qui seront lancées. Donc vous voyez quels sont ce que fait le facilitateur aussi vis-à-vis des entreprises. Donc, ils font des renseignements, ils les accompagnent, ils proposent donc des priorités et ainsi de suite. Et donc, pour pouvoir profiter donc de cette structure, il faut autoriser Madame la Présidente à signer la convention de partenariat avec la Maison de l'Emploi du Développement économique de la Vendée pour la mise en place des clauses sociales dans les marchés publics. Avez-vous des remarques ou des questions? Des commentaires? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité. Donc merci.
Et puis, là, on va parler maintenant de la convention de télétransmission des actes réglementaires budgétaires de la commande publique au contrôle de légalité. Hein, c'est la télétransmission des actes réglementaires, hein, tout simplement, avec notamment les délibérations. Mais on a souhaité aussi mettre les documents budgétaires et la commande publique. Hein, donc ça va faciliter grandement les choses. Et donc, il vous est proposé d'autoriser Madame la Présidente à signer la nouvelle convention pour la mise en place de la télétransmission des actes réglementaires, budgétaires et de commande publique. Avez-vous des questions ou des remarques ou des propositions? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité. Alors, dernier point qui est... dernier point, il y a en fait deux délibérations qui sont liées. Je vais vous expliquer. Vous vous souvenez, la ville de Luçon avait dit à un moment sur la piscine donc Porte-Océane, il manquait donc une ligne pour en particulier faire donc le fond qui était vous savez le fond qui monte et qui descend. Hein, et donc la ville de Luçon avait dit, écoutez, nous on participe à 100 000 euros hein, de ce montant. Très bien, donc on a fait une délibération de fonds de concours de 100 000 euros. Puis on a dit, on ne va pas s'embêter, puisque la communauté de communes de notre côté doit de l'argent à la ville de Luçon, on va tout simplement en faire un échéancier, puis on va déduire les 100 000 euros. Ah, il paraît qu'il ne faut pas faire comme ça. Parce que il faut qu'il y ait un mouvement d'argent. Le problème, c'est que si jamais on fait un mouvement d'argent, eh bien, d'abord, on risque... Alors, ce serait bête, hein, tout bête. Hein. C'est-à-dire que la ville de Luçon verse les 100 000 euros, et puis la communauté de communes les reverse dans un autre sens. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est fait fonctionnement, l'autre en investissement. Donc, pour la communauté de communes, ça reviendrait à faire un virement donc, du fonctionnement vers l'investissement, puisque ce sont des... Et du coup, ça plombe complètement ses résultats, et en particulier donc, son épargne nette. Alors, c'est artificiel, mais malheureusement, dans les chiffres, ça paraît. Donc, on s'est dit, on va faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que plutôt que de mettre tout ça sur une seule année, eh bien, on va le relisser sur 10 ans, hein, et on va revoir l'échéancier. Donc, au lieu d'avoir 100 000 euros qui vont agir donc, sur l'épargne nette chaque année, ça fera 10 000 euros. Donc, ces deux délibérations, c'est ça tout simplement. La première délibération, c'est celle de dire la communauté de communes accepte les 100 000 euros de la ville de Luçon. Y en a-t-il qui sont contre? Il y en a-t-il qui sont contre ou qui s'abstiennent? Bon, donc vous êtes pour, on est d'accord. Et alors la deuxième délibération, c'est tout simplement reprendre ce qui a été fait donc jusqu'à maintenant. Mais vous voyez donc il y a l'année 2019 donc qui disparaît et on relise donc sur les 10 ans à l'année d'après. Donc comme ça, tout le monde est content et ça n'impacte pas donc le résultat net hein, de notre communauté de communes. Je le mets tel quel à vos voix. Pas d'intervention. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Pierre-Guy. On continue sur du marché de travaux. Voilà, on va vraiment changer de registre. Sur l'aménagement du cheminement piéton sur la réserve naturelle de la case de la Berriette sur la commune de La Faute. Les travaux ont été suspendus pour l'été, du coup là il faut les reprendre et ça a nécessité évidemment des ajustements. Il a été nécessaire de faire des travaux supplémentaires pour permettre le nivellement de la dune pour la pose des plâtelages, le désherbage des accotements, l'adaptation du plâtelage au profit de la digue et puis la fourniture et la pose de fixation aux extrémités du plâtelage. Ce marché est attribué à Actif Emploi, donc pour un montant initial de 50 804,40 €. L'idée, c'était vraiment de le faire conjointement avec le syndicat mixte, hein, qui travaillait aussi sur le renforcement de la digue ouest. Du coup, les conditions météo ont fait qu'il a fallu décaler les travaux, tout n'a pas pu être concomitant, et on se retrouve avec, sur les secteurs 2, une végétation dunaire qui a fortement poussé, donc il faut s'en occuper. Sur le secteur 1 et 2, des niveaux de sable, du coup, qui ne sont plus cohérents, et il y a besoin de niveler. Sur le secteur 1, il faut aussi corriger, avant l'installation du plâtelage, corriger le dévers. Et puis sur l'ensemble du plâtelage, il convient de mettre une fixation de chaque côté pour sécuriser.
Tout cela nous amène à la proposition d'un avenant d'un montant hors taxe de 4 427 €. Du coup, il vous est proposé donc d'approuver l'avenant numéro 1 qui concerne l'aménagement d'un cheminement piéton sur la réserve naturelle nationale de la Casse de la Belle-Henriette sur la commune de La Faute-sur-Mer et de m'autoriser à signer l'avenant relatif aux travaux supplémentaires et toutes les pièces qui sont inhérentes, et puis d'inscrire bien sûr les dépenses correspondantes. Y a-t-il des questions? Non? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Je repasse la parole à Jam. Oui, donc c'est signature d'une convention spéciale de déversement des eaux usées dans le réseau d'assainissement de la station d'épuration du parc d'activité Vendée-le-Pôle Atlantique avec l'entreprise Pain Concept. Donc on avait déjà signé cette convention-là. On a un contrat de délégation de service public signé avec l'entreprise SOR le 24 décembre 2018. Conformément donc, au règlement d'assainissement collectif, une convention de déversement peut être annexée donc, à l'autorisation de déversement. Donc c'est une convention spéciale avec des éléments donc, classiques. Donc, on avait déjà donné une période dérogatoire allant jusqu'au 31 décembre 2020 avec des concentrations plus importantes de différents paramètres par rapport à la prévision de départ. Et puis il s'avère que ça ne suffit pas pour le temps qu'ils se mettent leur dispositif de pré-traitement donc, soit opérationnel à 100%. Donc ils nous ont demandé d'augmenter certains éléments qu'on a acceptés, puisque Pain Concept, c'est une entreprise qui a beaucoup d'intérêt. Donc on les aide pendant plus d'un an, là, donc avec des flux, donc vous avez ça sur l'annexe 9, donc des flux maximum journaliers qui passent de 32 mètres cubes jour à 40, et puis quelques DBO5 et DCO supérieurs par rapport à ce qui était prévu. La station le permet, et puis évidemment, les éléments financiers, on suit avec. Ouais, donc j'ai rien de spécial à dire. Voilà, non, mais quand on leur demande, on a choisi très rapidement d'y souscrire parce que c'est quand même important pour le fonctionnement de leur entreprise. Donc du coup, il vous est proposé de m'autoriser à signer la convention des déversements annexée avec l'industriel concerné. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Guy, je te passe la parole. C'est une demande de subvention d'aide à l'enseignement musical auprès du Conseil départemental de la Vendée pour l'année scolaire 2019-2020, comme tous les ans. Là, le montant par élève est de 24 € pour l'année 2019-2020. Et pour savoir, vous donner un petit peu niveau information par rapport à la rentrée scolaire pour l'école de musique, on est passé de 485 élèves à 527 élèves. Voilà, il y en a encore une soixantaine qu'on a mis, mais bon, c'est difficile de pouvoir en prendre plus aujourd'hui. Voilà, ce que je vous propose, c'est de solliciter auprès du Conseil départemental la subvention d'aide à l'enseignement musical pour l'année 2019-2020 et d'autoriser Madame la Présidente à signer ces demandes de subvention. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Bon, je vous remercie. Vas-y, tu continues sur la prochaine. Alors là, c'est la signature de la convention tripartite Association des Amis du MUMO, Comité de communes Sud-Vendée Littoral et commune de l'Idel, relative à l'avenue du MUMO, musée mobile d'art contemporain. On en avait déjà parlé, mais on n'avait pas parlé de la convention, en sachant que c'est un musée mobile qui est itinérant. Il est déjà venu l'an dernier sur Luçon. Et en même temps, c'était du 7 octobre au 11 octobre. Je peux vous donner quelques éléments. On a accueilli 500 élèves, collège 6e, 5e, plus école primaire, de l'Idel, plus des communes de l'ancien canton de Chailly-les-Marais, le CLSH de Chailly-les-Marais et l'EHPAD de Chailly-les-Marais. Voilà, la participation qui est demandée à la communauté de communes est de 1 000 €. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, la passation d'une convention tripartite entre la région, la communauté de communes et la commune de l'Idel et d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des personnes contre?
Je vous remercie. Merci. Le point suivant, ça concerne une convention de prestation de services avec la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, puisque la communauté de communes entend confier à un agent de la commune de l'Aiguillon l'animation des temps des mercredis et puis des vacances scolaires. Et du coup, évidemment, le contenu de la convention a été travaillé en accord avec les deux collectivités qui concernent aussi le mode de remboursement. Et cette convention, elle prend effet à partir du 1er septembre 2019. Pour une durée de 3 ans. Et donc, du coup, il vous est demandé de m'autoriser à signer cette convention de prestation de services de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer que vous aviez en annexe. Y a-t-il des questions? Non? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la création d'un poste de chargé de communication numérique. C'est un poste qui était inscrit quand on a fait notre budget en début d'année, en fin d'année dernière. Et donc là, on va confirmer le recrutement. Je crois que les entretiens ont dû avoir lieu, hein, mémoire, hein, voilà. Puisque aujourd'hui, on a 2 personnes sur le service communication. Et ce poste, cette création de poste, elle est pour objectif d'optimiser l'exploitation de tous les nouveaux supports, principalement numériques, et puis la mise en œuvre de tous les outils. Donc du coup, il vous est proposé d'accepter la création à partir du 21 octobre 2019 d'un poste de chargé de communication numérique à temps complet, ouvert sur plusieurs grades, adjoint administratif principal de 2e classe, adjoint administratif principal de 1re classe, rédacteur, de modifier le tableau des effectifs, de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Y a-t-il des questions? Non, je me vois, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le point suivant, ça concerne l'adhésion à la convention de participation pour le risque prévoyance et fixation du montant de la participation de la communauté de communes. Le conseil communautaire avait décidé de se joindre à la procédure de mise en concurrence qui avait été faite par le centre de gestion pour recourir à cette adhésion. Et du coup, c'est l'offre Territoria Mutuelle qui a été retenue avec les garanties qui sont, que vous voyez plus bas, avec 4 seuils de garantie. Et du coup, ce choix de l'offre a été aussi reçu un avis favorable du comité technique paritaire du centre de gestion le 20 juin 2019. Du coup, il vous est proposé de m'autoriser à adhérer à la convention de participation d'une durée de 6 ans avec Territoria Mutuelle pour le risque prévoyance dans les conditions tarifaires proposées, de fixer le montant mensuel de la participation de la collectivité à 10 € brut par agent, sachant que le montant ne peut pas être supérieur à la cotisation due par l'agent, sur la base d'un temps complet. La participation sera versée au prorata de la quotité réellement travaillée par les agents à temps non complet ou à temps partiel. Et puis, de me donner pouvoir pour la mise en œuvre de cette décision. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, et le dernier d'ailleurs, concerne toujours les ressources humaines avec le retrait d'une délibération portant sur la création d'un emploi de coordinateur des actions en faveur des personnes âgées dépendantes. C'est un poste qui était occupé sur la collectivité, mais par courrier en date du 18 juillet, Madame la sous-préfète a fait part d'une observation concernant notre délibération qui avait été prise le 17 juin 2019 relative à la création d'un emploi de coordinateur des actions à destination des personnes âgées dépendantes. Du coup, Madame la sous-préfète nous fait part que la communauté de communes n'apparaît pas compétente pour créer l'emploi visé. Et donc, l'agent initialement affecté à ce poste va intégrer les effectifs du CIAS par le biais d'une mutation, qu'elle a acceptée bien sûr, afin d'en assurer la direction. Et pour ce faire, il faut de nouveau passer une délibération pour annuler. Donc, il vous est proposé de m'autoriser à retirer la délibération du Conseil communautaire du 17 juin 2019 portant sur la création d'un emploi de coordination des actions en faveur des personnes âgées dépendantes et donc dû modifier le tableau des effectifs en conséquence. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. J'ai terminé sur les points. Est-ce qu'il y a... Bah oui.
que la présidente a regardé de mon côté. Juste 30 secondes, ouais, enfin, parce que c'est pour vous faire un compte-rendu donc rapide d'une réunion qui a eu lieu le 14 octobre donc dernier, en présence donc une petite commission au niveau de la commission dont je suis président, mais j'ai la vice-présidence, mais avec le club d'athlétisme de Luçon. Donc étaient présents les élus Jean Renaud, Rocher, Edouin, Nolo, Bory, le club donc d'athlétisme Landais, Vauquier, Michel, donc le président. Présentation du club rapide, 90 licenciés. Je vous fais grâce donc des catégories. Le club est en National 2, participe en association avec Fontenay-le-Comte en interclub. Voilà. Les entraînements ont lieu les mercredis et vendredis soirs. Utilisation du stade Philippon qui propose 4 vestiaires, dont 2 qui sont attribués au hand, et donc il ne leur reste que 2 pour eux, quoi, enfin 2 vestiaires. Gymnase qui est à proximité est utilisé en hiver par les petits. La piste actuelle, donc je parle bien du stade Philippon, fait 311 mètres. Alors donc déjà ça pose quand même quelques questions. Pourquoi 311 plutôt que... Je ne sais pas, vous travaillez en pied autrefois ou en quoi à Luçon? Enfin je sais pas. C'est pour ça un multiple de... Je ne vais pas chercher. Plus sérieusement, réflexion et besoin, la construction, alors donc vous savez, du nouveau collège de Luçon. Alors peut-être la construction d'une salle de gym, mais pas d'un stade avec une piste d'athlétisme, alors ce qui est un petit peu dommage. Utilisateurs et élus pensent qu'il est préférable de réhabiliter le stade Philippon. Donc remettre la piste aux normes, comme je disais tout à l'heure, plutôt 300 mètres que 311 mètres déjà, qui correspond à rien. Refaire l'aire des lancers, l'aire du poids, marteau, disque. Refaire l'espace saut, hauteur, perche. Remettre des modulaires en plus pour les vestiaires et puis remise pour le matériel. Éclairage à revoir, donc quelques lignes supplémentaires. Cet espace est aussi mis à disposition des pompiers et de la gendarmerie. Il faut aussi repenser les abords, enlever les plaques fibro qui cachent le stade, qui ne donnent pas forcément un accueil très accueillant, qui ne donnent pas forcément un accueil en entrant donc sur la ville de Luçon, se trouvant sur la même route que le boulevard de l'Océan, donc que la piscine. C'est un équipement vitrine et valorisant pour notre communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc voilà, la demande est aussi faite par les clubs extérieurs pour venir en stage sur Luçon. Alors comment peut-on faire? Donc déjà, première chose, mandater un bureau d'études puis monter un cahier des charges. Les élus sont conscients que rien pourra être fait en 2020. Déjà, je rassure notre ami aux finances. Le comité régional nous a rencontrés, donc on a eu une réunion aussi précédemment, le comité régional d'athlétisme, bien sûr. Luçon est la seule ville de cette importance en Vendée qui n'a pas de structure convenable. Nous pouvons bénéficier de subventions. La France organise les Jeux Olympiques en 2024. Et là, sur ce coup-là, il y a un plan grand stade qui va être mis en place, ainsi que la réhabilitation des structures existantes. Et puis nos différents contrats Vendée Territoire, Région Territoire sont sur la période 2024-2020, sachant que notre premier contrat va se terminer donc là, 2020. Donc il serait bon de prendre rang aussi bien auprès de la Ligue d'athlétisme pour donc déjà 2020-2024, mais bien sûr de l'inclure dans les projets structurants du territoire lors des futures enveloppes financières communales, intercommunales, donc après 2020. Voilà. Donc c'est du rapide, mais c'est bon aussi, comme je disais à l'instant, un projet structurant qui serait porté par... sauf que, bon, bien sûr, la première réponse, c'est de dire on n'a pas la compétence... Ouais, mais bon, sachant quand même que c'est vrai qu'on est très en retard à ce niveau-là, au niveau de l'athlétisme. C'est la ville, bon, effectivement, ça peut être aussi enfance jeunesse, dans le sens où c'est aussi pour nos jeunes du territoire, puisque sur les licenciés, il y a un nombre très important de jeunes, et puis donc c'est installation utilisée aussi par les scolaires, avec, on aura les chiffres dans quelques semaines, dans quelques jours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'était pour informer quand même. Ça avait été demandé par les collègues de cette petite commission, alors je tenais à en informer. J'ai bien compris qu'il n'y avait rien à faire, mais tout à l'heure, le président a dit « Oula, il y a 450 000 ». Ne serait-ce qu'un bureau d'études, déjà pour, je n'allais pas dire calmer les choses et les gens, mais au moins pour lancer un petit espoir, donner un petit espoir aux gens qui s'occupent de ce club, qui est très vivant à Luçon. Tu ne vas pas me démentir, Pierre-Guy. Je savais que tu étais un vrai copain, Joël. La difficulté, Joël, tu l'as dit toi-même, c'est le problème de compétences, puisqu'aujourd'hui, la communauté de communes, alors j'entends bien, en effet, l'athlétisme, ça va être porteur avec les Jeux Olympiques, avec tout ce qui arrive. La difficulté sur la communauté de communes aujourd'hui, c'est ce défaut de compétences, donc je vais être obligée de passer le dossier à mon voisin. Oui, alors,
c'est un vieux dossier. Hein. Il y a eu X études qui ont été faites. Le coût est faramineux. Hein. Le coût c'est plusieurs millions d'euros. Hein, de la manière, si on veut vraiment faire des trucs en tartan, etc., c'est excessivement cher. Et c'est vrai que ça fait assez longtemps qu'on dit que sur des infrastructures comme ça, il y a un moment ou un autre, la seule ville-centre n'arrivera pas à tout faire. Hein. C'est certain. Donc ce sera une évolution à faire. Ce hein. sera une évolution. Oui. Non, mais après, c'est une réflexion, globale qui est sérieuse. Je veux dire que quelque part... D'ailleurs, bon, là, ça se trouve sur le stade Philippon, mais je sais qu'il y avait, par exemple, pendant un temps, une étude qui avait été faite sur Saint-Gemme, hein, il y a quelques années, hein, pour dire que ça remonte quand même loin, parce que c'est vrai que c'est une infrastructure pour laquelle il y a une véritable nécessité, mais pour lequel le prix... Pour ton information, je pourrais te passer les études qui ont été faites à l'époque. François Edouin connaît ça par cœur. Ça permet mais c'est assez faramineux. Hein. Non, mais c'était une information que souhaitait passer Joël. En effet, c'est très bien. Sa conclusion, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, la communauté de communes n'a pas la compétence pour ce type d'équipement. Voilà, il y a plein de réflexions à mener. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, on est sur quelque chose de factuel. On n'a pas la compétence, on ne peut pas agir. Après les élections. Oui. Non, alors c'est pas non parce qu'on a fait quand même quelques travaux dessus. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Bon, d'abord il y a une demande qui est de plus en plus importante dans le domaine du sport, avec quelque chose alors qui nous arrive, mais c'est pas de la faute hein, de personne ici, hein, mais c'est une règle. Il y a une règle, c'est que quand il y a un club qui se monte, on se doit de mettre à disposition les infrastructures. Bon. Or, on voit aujourd'hui un phénomène qui existe sur plusieurs clubs, hein, où on a des clubs luçonnais où il n'y a pas un luçonné dedans, mais qui viennent nous demander des infrastructures. Donc ils se déclarent luçonnés, il n'y a pas un luçonné dedans. Donc il y a un moment, il faudra qu'on ait une véritable réflexion, parce que du coup, ça devient difficile à gérer. Là, je te rassure quand même, c'est que bon, ça dépasse largement les frontières de Luçon par rapport au nombre de licenciés, ce qui est heureusement... Non, mais là, sur ce cas-là, c'est vraiment quelque chose auquel il faudra que nos successeurs réfléchissent sérieusement, parce que c'est un véritable besoin de territoire. Non, mais ça n'empêche pas que Luçon soit maître d'ouvrage sur la région. Et en revanche, on allait chercher des lignes sectorielles de la région, du département selon ses compétences. Mais c'est pour ça que la réflexion, elle doit se mener... Ensuite, la Comcom, complètement. Je dis pas. Oui. Oui, non, mais après, c'est toujours les discussions, mais moi je peux pas m'engager pour des gens pour des successeurs. Hein, on va être clair. Mais c'est une réflexion qui est une réflexion certaine à avoir. Mais je peux me rappeler que quelques années plus tôt, avant ce mandat-là, d'ailleurs, il y avait une histoire de piscine dans Luçon, je sais pas, qui devait se faire. On en avait parlé, je crois, au moment des élections municipales dernières, mais c'était 6 ans plus tôt, donc on a oublié certainement. Non, mais voilà. Donc c'était intéressant. Non, mais c'est bien par respect aussi pour ta commission d'avoir fait c'est important de leur dire. Et c'est un véritable projet de territoire, en effet, qui ne se travaillera pas tout de suite. Conseil est levé. Je vais m'arrêter.